On va donner la parole à Hélène Vassiliadou qui va conclure la journée. Alors, c'est une tâche difficile, mais elle a été avec nous toute la journée. Elle a même répondu au chat. Hélène Vassiliadou est chercheuse, linguiste, maître de conférences en linguistique à l'Université de Strasbourg et travaille de plus en plus avec le Centre de formation en orthophonie et du coup travaille dans les troubles du développement du langage et elle va nous synthétiser cette journée. Dure tâche. Bon, j'espère que les derniers courageux, vous avez encore la force et la foi. Merci avant tout à tous les organisateurs et à tous les participants. Et je vais essayer de faire assez rapidement. Alors, on disait depuis ce matin que ces dernières années, de nombreuses recherches ont eu évidemment pour objectif de décrire et d'expliquer les difficultés des personnes présentant un trouble du langage. Et on a vu également que d'autres termes tels que dysphasie ou troubles spécifiques du langage oral ont été longtemps utilisés à tort pour évoquer une réalité clinique très variable. Cette journée dédiée au TDL participe évidemment de la mise à jour des connaissances constantes, vous l'aurez tous compris, nécessaires à toutes les pratiques cliniques et professionnelles qui doivent être fondées sur des données probantes. Il y a un article très intéressant que vous pouvez trouver facilement en ligne et j'ai une longue bibliographie que je peux vous partager de Braud et al. 2019 qui insiste justement sur l'importance de ce type de journée et sur l'importance du défi dans les domaines impliquant une collaboration interprofessionnelle puisque la littérature scientifique et les balises cliniques, on l'a vu, ne circulent pas toujours d'une profession à l'autre. Je vais revenir très rapidement sur les points saillants de cette journée, tantôt par ordre chronologique, tantôt par ordre thématique, en apportant, quand nécessaire, des explications supplémentaires d'un point de vue théorique, clinique et aussi en me fondant sur le chat et vos questions. Il y a encore cet article que je vous conseille de lire puisqu'il fait une synthèse entre ce qu'on n'appelait pas encore en 2016 un trouble, un TDL, ce qu'on appelait encore en 2016 un TSL et le bilinguisme comme on l'a vu aujourd'hui. Et les auteurs expliquent, c'est très intéressant si vous voyez la dernière phrase, les 3 dernières phrases de cette citation, ils disent que ce trouble n'est pas finalement si spécifique et de nos jours, certains spécialistes parlent seulement d'un trouble du langage pour qualifier ce phénomène et ils terminent en disant peut-être qu'un changement interviendra dans ce sens. Et en effet, la même année, comme on l'a vu ce matin avec la conférence du professeur Maillard, une nomenclature plus précise a émergé et avec le consortium, je ne veux pas insister, de ces concepts experts, qui s'est réuni pour s'accorder justement sur la terminologie à utiliser, à la fois dans les recherches, les futures recherches, ce qui était plus facile, on l'a vu, et en clinique. On a traduit les termes français donc, du terme correspondant en anglais qui a fait l'unanimité. Et ce projet, vous avez entendu souvent le même nom revenir, le projet dit Catalyse des Bishop et al. A permis justement de mettre en lumière certains points en lien avec ce qui intéresse tout le monde, la pose du diagnostic du TDL. Selon les auteurs de ce projet, un déficit observé à l'aide d'un test de langage ne serait absolument pas suffisant à la pose du diagnostic. Et on proposait un arbre décisionnel qui est revenu plusieurs fois cette journée dans plusieurs communications. Mais cette idée de l'arbre décisionnel que je vous rappelle ici, vous montre qu'il est possible de s'appuyer sur ces questions-réponses pour pouvoir justement poser un diagnostic plus précis.
On a vu également que ce cadre, même si Cindy c'est assez ancien, on sentait quand même à l'époque, un autre point qui qui est revenu toute la journée, c'est le fait d'insister qu'il faut attendre de pouvoir observer une persistance des troubles pendant, au minimum, on disait, donc dans Cindy c'est DSM-5, 6 mois après la mise en place d'aides spécifiques, comme par exemple des aides qu'on a vues aussi aujourd'hui, avant de pouvoir poser un diagnostic de ce type. Les auteurs du projet Catalyse proposent d'ailleurs d'autres critères qu'on a également vus aujourd'hui. Je vous les rappelle. Dans le projet Catalyse, on recommande avant tout de prêter une très grande attention à l'impact fonctionnel. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de questions portées sur cet impact fonctionnel du trouble dans la vie de tous les jours du sujet. De manière générale, un TDL entraîne des difficultés persistantes dans les domaines variés de la vie de l'enfant et de l'adulte plus tard. Et les auteurs recommandent de ne pas utiliser, j'insiste bien dessus, des critères d'exclusion comme utilisés à un moment souvent, parce que ces critères d'exclusion avaient un impact sur les choix des soins proposés, sur l'orientation des patients. Les auteurs recommandent également de bien identifier les troubles associés et donc les conditions biomédicales dans lesquelles l'enfant évolue et de pouvoir bien tenter d'identifier les marques cliniques. Et Agnès Vitko et Christine Maillard ont bien expliqué qu'il faut aller au-delà des diagnostics en termes de catégories et d'étiquettes et qu'il faut pouvoir décloisonner ce qui nous rassemble aujourd'hui pour pouvoir mieux trouver des solutions adéquates. Toutefois, ça c'est bien beau en théorie, mais vous l'avez aussi compris, l'identification des marqueurs cliniques précis et complexe, c'est une question qui est revenue plusieurs fois aujourd'hui. Et même s'il y a un consensus plus ou moins scientifique, ce n'est pas tout à fait non plus vrai. Il n'y a pas un consensus non plus pour les marqueurs cliniques, surtout en ce qui concerne les marqueurs linguistiques. Parce qu'en fonction de la langue, il y aura des signes, si vous voulez, TDL qui sont différents, ce qui présuppose de maîtriser les structures typologiques des langues. Toutefois, il y a beaucoup d'auteurs qui arrivent quand même à se mettre d'accord sur quelques marqueurs cliniques qui vont concerner, c'est ce qu'on a vu également aujourd'hui, surtout la syntaxe. Donc la syntaxe semble être un paramètre beaucoup plus probant pour la détection de ce type de troubles plutôt que le lexique. Et on l'a vu également pour, par exemple, une marque de troubles du langage développemental serait une production plus restreinte de phrases enchâssées, comme le montraient également nos collègues des Suisses aujourd'hui. Et en général, toute stratégie d'évitement de formes syntaxiques complexes. Il faut, on a vu, je passe très rapidement puisque j'ai juste mis l'analogie avec l'écart type parce que souvent les 7% ne parlaient pas souvent, donc il y a eu beaucoup de questions qui sont revenues, qui portaient sur combien d'écarts, etc. Oui, je réponds en même temps au chat. Le terme TSLO est tout aussi obsolète que le terme de dysphasie. Tout à fait, c'est ce que cette journée a incontestablement marqué. Donc là, ce n'est pas la peine que j'insiste trop longtemps, mais il faut savoir que il faudra bien penser que le trouble du langage a été longtemps apprécié en termes d'incapacité. Ce qu'on a vu, les associations aussi, on a beaucoup parlé des déficits d'incapacité et c'est ça qui a changé depuis le projet Catalyse parce que il peut y avoir des présences des déficits dans différents domaines langagiers comme la phonologie, on a vu aujourd'hui le lexique, les relations sémantiques, la syntaxe, la morphologie, etc. Mais le diagnostic de cette pathologie a reposé
comme on l'a aussi dit, beaucoup sur des critères d'exclusion qui ne sont plus utilisés, comme par exemple les déficits auditifs, le retard général du développement, des troubles neurologiques, des troubles envahissants du développement, tels que l'autisme, c'est d'où les liens cette journée, ou des malformations de l'appareil bucco-facial. Et même le DSM-5 a aboli ces critères d'exclusion et préfère encore garder, ou la plupart des auteurs, si vous voulez, actuellement, sont d'accord, ou même des associations de logopédie en Belgique, en Suisse, au Québec, s'orientent principalement plutôt vers deux critères d'exclusion majeurs, à savoir le handicap intellectuel et le handicap sensoriel. Donc, vous voyez qu'il y a toute une liste de critères d'exclusion qui ne sont plus pris en compte tellement que les profils TDL sont hétérogènes. Cette grande hétérogénéité a été aussi démontré dans des profils linguistiques des enfants avec TDL. Voilà, je reviens à votre question. Vous voyez que la notion de spécificité est à exclure. Ce n'est ça, tout le monde est d'accord, toute la communauté scientifique, ce n'est pas un trouble spécifique du langage. On l'a vu aujourd'hui, il y a chevauchement avec d'autres troubles neurodéveloppementaux, d'où dans le nouveau CIM 11 qui va venir plus ou moins, si vous voulez, les difficultés que Christine Maillard a expliquées aussi aujourd'hui. On insiste, vous l'avez compris aussi, sur les troubles qui sont persistants et sévères et qui perturbent le quotidien de l'enfant, ce qu'on a vu aussi avec les associations des parents. Et Christine Maillard nous a parlé des facteurs de risque et que c'est presque confirmé que les antécédents familiaux et des facteurs endogènes, donc il y a un consensus qui s'installe que de facteurs biomédicaux seraient à l'origine de ce type de troubles. La corrélation, on a vu également à des troubles associés. On a parlé toute la journée de ces troubles associés, des comorbidités qui n'excluent pas le diagnostic de TDL. Nous pouvons évoquer une certaine forme de rupture alors avec la terminologie des dysphasies qui a longtemps été utilisée et dont l'utilisation malheureusement persiste encore dans certaines pratiques, mais la recherche a pu en effet démontrer que la distinction de tels profils peu stables n'était pas justifiable. Et je vous renvoie à tous les travaux de Paris Maillard qui ont précédé d'ailleurs toutes ces actions, qui ont pressenti toutes les actions des catalyses. Et il y a le blog, je suppose, d'orthophonie de Tupi dans le bec qui fait état de plusieurs, qui suit un peu ces évolutions. Christine Maillard nous a montré aussi également aujourd'hui, vous voyez, comment, et la vignette clinique de Stéphanie Thuillier aussi, qu'un autre terme qui revient, c'est celui des troubles de la communication orale. On a essayé de mettre en lien aussi avec les troubles de l'écrit, mais en tout cas, le TDL est une entité diagnostique assez vaste et les particularités symptomatologiques, comme on va le voir, doivent être précisées au cas par cas, ce qui fait sa difficulté. Et là, vous avez un fameux diagramme logique de Venn qui montre les relations possibles dans une collection finie des différents ensembles. Et cette journée a également montré ceci, puisqu'il y a plusieurs spécialistes de différents domaines qui essayent de mettre ensemble les différents symptômes afin de se mettre d'accord sur la différence entre troubles spécifiques et difficultés plus générales. Le caractère alors spécifique est questionné. Paris et Maillard, déjà en 2010, expliquaient que ce n'est pas un trouble spécifique ni un syndrome unique, mais un ensemble de syndromes qui correspondent à des états pathologiques du système langagier. De nombreuses études, si vous avez envie de lire la littérature, elle s'alimente de plus en plus de beaucoup de travaux et des études cliniques. Et les difficultés d'ailleurs non langagières, ce qui a été dit aussi aujourd'hui, entrent en interaction avec le développement langagier et doivent être prises en compte pour pouvoir considérer la problématique dans son ensemble.
Là, je passe, mais vous avez cet article qui peut vous intéresser de Montgomery et al., qui est aussi antérieur à 2016-2017, mais qui fait une revue de la littérature sur tous les travaux qui portent sur les liens entre mémoire des travail, c'est aussi un thème qui nous a occupé aujourd'hui, et TDL, et avec une comparaison des performances. Et là, vous avez, je passe, mais une littérature pour chaque partie que je vous ai mis sur le PowerPoint. Je reviens très rapidement sur la conférence parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur la conférence d'Hélène Delage et Stéphanie Durleman qui portait sur la syntaxe, mémoire du travail et la théorie de l'esprit. Cette conférence a bien mis l'accent sur la difficulté de considérer qu'un développement atypique du langage soit sans conséquence sur le développement cognitif, affectif, social et instrumental au vu des interactions entre les différents aspects. Il est fortement possible que ce trouble ne soit pas du langage, mais trouve son origine dans des déficits de compétences cognitives plus générales. Ce serait alors un déficit procédural touchant en particulier les traitements séquentiels. D'ailleurs, les travaux de Demotte et al. Ont pu montrer que les enfants avec un TDL rencontrent aussi des difficultés pour apprendre des séquences visio-motrices et langagières, et c'est ce qu'on a vu également dans cette conférence. Ces difficultés, alors il faut bien le retenir, concernent à la fois l'apprentissage initial et la phase des considérations en mémoire à long terme. En ce qui concerne la théorie de l'esprit et les compétences langagières, là, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, on peut retenir que la relation entre théorie de l'esprit et langage est réciproque. Donc, on ne pourrait pas dire qui de l'œuf ou la poule influence l'autre. Mais plusieurs travaux, depuis Tomasello d'ailleurs, montrent qu'un entraînement syntaxique, plutôt qu'un entraînement lexical, peut aider à montrer l'impact montrer l'impact de cet entraînement, en tout cas, pour différencier, comme le montrait avec leur programme, dire l'idée du TDL et les exercices faits. Les intervenantes nous ont montré des tâches de fausses croyances avec l'attribution des états mentaux, les raisonnements du type. Là, je reviens parce que c'était peut-être un peu plus compliqué, la partie technique syntaxique qui... elles essayaient d'expliquer que c'est le type de phrases qu'elles ont choisi, du type je pense que Marie ou que X aime les Smarties, ce qu'on trouve quelque chose aussi dans les théories pour les TSA, correspondent bien en tout cas, ces phrases qu'on appelle en linguistique des phrases complétives, à pouvoir attribuer des états mentaux. Et c'est quelque chose qui nous vient du programme de la grammaire générative, où vous pouvez aller plus loin dans le raisonnement et dire je pense que Marie pense que Julie pense que j'aime les Smarties, et attribuer ainsi de suite plusieurs états mentaux. En gros, les phrases choisies par les auteurs pour les expériences sont les meilleures pour pouvoir se représenter les pensées de l'autre. Peut-être l'idée de savoir, elles ont beaucoup parlé, vous vous souvenez, de valeur de vérité. Et là, c'est assez compliqué cette notion de valeur de vérité, mais qui est centrale dans la théorie de l'esprit. Très rapidement, il faut dire que quand vous avez une phrase enchâssée du type « Marie pense qu'il pleut », en fait, toute la phrase est vraie dans ces contextes de la théorie de l'esprit à partir du moment où Marie a vraiment cette fausse croyance. Dans ce sens, la phrase est vraie, même si dehors, il fait beau. Elle serait fausse si, même s'il pleut, maintenant dans l'autre sens, c'est ce qu'elles ont montré avec leurs expériences, si le locuteur se trompe sur l'état mental de Marie, et vous avez beaucoup de travaux dans ce sens. Stéphanie Thuillier a d'ailleurs bien insisté sur l'intersection de plusieurs domaines et troubles
pour les enfants qui sont vus souvent pour une plainte langagière, ça c'est aussi un terme qui revient, et finalement toute la difficulté, les questions du chat ont porté aussi sur le même sujet. Comment on fait pour différencier une plainte langagière? C'est quoi finalement une plainte langagière? Quelle est la différence avec le terme plus générique des troubles de communication? Et quand en plus on ajoute des troubles pragmatiques, et Dieu sait si c'est compliqué d'avoir des critères, on a très peu de tests pour bien trouver les troubles pragmatiques et faire les différences entre implicite et inférence. On pense que ce sont des notions faciles à manier, mais ce sont des notions très compliquées à manier par les cliniciens. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est l'importance de l'anamnèse qui a été soulignée dans toutes les communications, l'importance de l'observation qui a été soulignée par tous les professionnels, qu'il faut avoir un faisceau d'indices, quelque chose qui puisse aller des compétences communicatives à l'autonomie, aux relations, jusqu'à l'alimentation. Et on a parlé de comment cet adulte, après, vous avez vu des conséquences économiques, s'il est autonome, s'il pourra trouver du travail. Et Stéphanie Thuillier a parlé des enfants du milieu, on a parlé d'errance. Et donc, vous voyez bien l'importance de pouvoir détecter ces spécificités avec une anamnèse très précise qui est combinée à une observation et à un relevé des symptômes, beaucoup plus qu'une simple évaluation, une évaluation quantitative étalonnée pure et dure, mais qui souvent n'est pas exploitable, comme nous l'a raconté dans son témoignage aussi. Attendez, j'ai un peu de mémoire, Madame Moreau. Voilà. Multiples facettes de ce phénomène et l'intérêt de cette journée réside dans la confrontation des pratiques cliniques à des théories, mais aussi sur la prise en compte des facteurs sociétaux, c'est ce qu'on a vu, des facteurs familiaux, je pense que ça je vais passer parce qu'on est tous fatigués, pédagogiques, ainsi que des situations un peu plus particulières comme à celle du plurilinguisme. Agnès Vitko et Nolwenn Jessing nous ont présenté les particularités développementales liées au plurilinguisme et le rôle important des pratiques langagières familiales. Agnès Vitko a d'ailleurs beaucoup travaillé sur l'exploitation d'échanges entre les patients, leurs familles, et elle a pu démontrer dans plusieurs travaux la richesse de ces données qui ne sont pas forcément quantifiables. Les deux conférencières ont mis l'accent sur la place des facteurs humains, des facteurs socioculturels, des situations d'exposition qu'on peut mesurer avec un outil qui n'est pas encore standardisé, comme le questionnaire de Tuller et al. Dans l'action COST, le fameux PABIC, qui n'est pas encore, je répète, standardisé. En tout cas, il n'est pas normé. La peur des parents. Une notion très importante, celle de l'acculturation positive ou négative en fonction des langues. Beaucoup de questions portées sur les types de langues. Et la jolie vue du langage en tant qu'écosystème, et que ce qui crée, vous avez vu le langage, ce serait la coéducation et toute la biographie langagière. Je ne vais pas insister sur le bilinguisme qui est encore vu malheureusement comme un facteur prédisposant à l'apparition des troubles. Vous l'avez bien compris que les études ont montré que le bilinguisme ne constituait pas un facteur prédisposant à des troubles du langage ni à l'apparition des troubles développementaux du langage. Certes, on a vu qu'il y a des enfants qui peuvent avoir surtout un stock lexical, je sais bien. Souvent, les tests sur la dénomination et les désignations qui testent le stock lexical peuvent conduire vers un trouble, mais ce sont souvent des épreuves qui ne sont pas aussi signifiantes que les épreuves de syntaxe. L'accompagnement parental, moi j'arrive vers la fin, courage, vous aurez votre question de la fin, a l'air d'aller de soi, mais ce n'est pas toujours le cas.
Donc, vous avez vu l'importance aujourd'hui, le nombre de difficultés rencontrées par les familles qui a été mis en avant dans la dernière communication, l'avant-dernière communication de la journée. Inara a bien insisté sur la nécessité de concevoir de nouveaux programmes de traitement. Ça a été la folie dans le chat. Hein. Tout le monde veut participer au programme, ce qui est bien. Et on a vu que connaître tout simplement toutes les étapes n'est pas simplement n'est pas suffisant. La mise en place des stratégies parentales, comment améliorer la communication sociale, comment gérer le comportement de l'enfant, etc., est bien plus efficace et prévient la détérioration des problèmes psychosociaux des enfants. Céline Clément a d'ailleurs est à l'origine de plusieurs actions de ce type menées dans les cadres des recherches en psychologie sociale. Et vous avez entendu parler aujourd'hui du dispositif l'ABC, du comportement d'enfants ayant un TCA. Et vous pouvez avoir aussi un article un peu plus ancien de l'équipe qui présente ce dispositif de formation parentale francophone. On a vu l'importance de mise en place des ateliers et les questions dans le chat aussi portaient sur le frein. Mais bon, les gens posent parfois des questions par anticipation. Inara nous a très bien expliqué à chaque fois qu'à chaque frein, il y a eu des leviers qui ont été mis en place. Et l'idée centrale, c'est de pouvoir d'avoir des moments spéciaux, si vous voulez, entre les parents et les enfants. Tous ces apprentissages ne sont pas uniquement des apprentissages langagiers, il s'agit aussi d'habiletés sociales, il s'agit de donner des consignes simples, de recourir à des canaux autres que verbaux, améliorer les connaissances, mais aussi les comportements. Former alors les professionnels, on a vu avec l'étude pilote, les résultats sont encourageants et donc on espère que dans ces cadres des actions sur le terrain, l'évaluation des besoins en psychoéducation, on aura de belles aventures devant nous. Le regard apporté par l'association phare va également dans ce sens. On n'insistera jamais assez, je pense, sur la transmission des contenus aux familles, sur la communication, sur la coopération entre professionnels et familles, sur la nécessité d'avoir des supports, sur l'intérêt des ateliers de psychoéducation parentale, sur l'adaptation des vocabulaires, sur le non-jugement, tellement de choses qu'on prend comme allant de soi qui finalement reviennent et les mêmes questions, les mêmes mythes ou les mêmes peurs qui sont là ancrées et que l'harmonisation du regard du parent, la prise en compte de l'environnement de l'enfant, l'organisation de son quotidien ne peuvent que s'améliorer en restant tout le temps informés. L'école n'est pas en reste, évidemment. On a vu dans la conférence de Claire et Joël René que c'est ce qu'on appelle comment on peut trouver l'enfant sa place dans l'école inclusive. Vous étiez très intéressé par le numérique, hein, donc beaucoup de choses sont venues sur les adaptations pédagogiques, comment faire, quel support de rééducation, les lecteurs vocaux, les dictées vocales, les transpositions des textes, du fichier audio, tableau, logiciel, des cartes mentales. Donc on a de plus en plus d'outils de ce type qui ne sont pas du tout du même type que les méthodes que Christine Maillard appelle dans son article de 2020 des méthodes dites pull-out, c'est-à-dire quand on sortait l'enfant de sa classe pour lui prodiguer des soins individuels. Donc, on retient de cette communication aussi cette notion qui revient depuis ce matin de co-intervention qui est quand même déjà présente dans un texte que je ne veux pas trop vous lire, mais en tout cas un texte de la Haute Autorité de Santé qui impose une coordination. Hein, c'est toujours dans les paroles, mais on voit que cette coordination est possible et qu'on est capable de nous coordonner. Tout cela est au centre des préoccupations, vous l'avez vu, de l'association Avenir Dysphasie Alsace, qui peut-être changera aussi de nom
qui s'appellera plus dysphasie dans quelques années. Hein, ça s'impose, ben, j'essaie de le dire. Mais bon, même si une fois qu'on a le nom, on n'arrive pas à s'en défaire. Mais vous avez vu tous la mobilisation de tous ces professionnels, de tous ces participants sanitaires, socio-éducatifs, l'accompagnement parental. Et promis, j'ai fini. En résumé, vous avez 2 tableaux qui résument toutes les pratiques cliniques recommandées par les disciplines d'une part, et des pratiques aussi cliniques qui sont considérées désuètes. Donc, je ne vais pas insister, vous avez ce tableau dans l'article de Braud et al., où vous avez vraiment la pratique clinique et la caractéristique du TDL qui font consensus en 2019, parce que je vous dis, ça va très vite, il faut rester tout le temps informé et lire. Et vous avez de l'autre côté tous les défis qui se posent et toutes les pratiques qui sont désuètes. Je vous rappelle, cet article est en ligne. Pour finir, on tient à souligner l'importance, encore une fois, de collaborer, de lire la littérature, de prendre en compte l'avis des spécialistes dans différents domaines. Il s'agit d'un travail interdisciplinaire entre enseignants, intervenants scolaires, neuropsychologues, orthophonistes, chercheurs, parents et évidemment les patients eux-mêmes. Tout ça se fait dans des cadres de modèles multidimensionnels avec la prise en compte de facteurs personnels et également environnementaux. On n'a pas mis le nom aujourd'hui, mais vous avez vu, en fait, ça rentrait dans les cadres de ce qu'on appelle un modèle du développement humain qui résume tous ces types de facteurs et la concomitance de troubles au-delà des étiquettes. Ce qui nous reste, c'est une bonne collaboration interprofessionnelle pour mieux identifier, pour mieux proposer des pistes et des remédiations. Et c'est ce que cette journée a incontestablement démontré. J'espère que tout le monde est d'accord là-dessus. Je vous ai dit que les chats aujourd'hui étaient en feu, donc ce qui montre justement la passion et le dynamisme, non seulement des intervenants, mais de tous ceux qui ont participé depuis ce matin et qui sont encore là. Toutes les questions posées, des réponses que nous espérons vous avoir apportées, ou en tout cas que nous pouvons continuer à apporter, qu'on a mis au centre de tout ce qu'on a dit, les liens humains entre différents acteurs, même si on était à distance. Et ça serait bien de nous voir et pouvoir échanger dans des circonstances non pas virtuelles. Et ma question pour avoir votre attestation est la suivante. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Je vous remercie. Vous avez toutes les références. Un très grand merci, Hélène, vraiment, et pour cette conclusion, synthèse. Je pense que là, on a fini la journée. Je crois que tout le monde a écrit. Vous êtes encore très nombreux à être connectés. Je suis très impressionnée parce qu'on a dépassé largement l'heure. Et donc, vous pouvez mettre vos caméras si vous souhaitez. On va faire une copie d'écran si vous le souhaitez. Et puis, je pense que cette journée ne sera pas la dernière. Il nous faudra probablement quelques années, je pense, pour renouveler les connaissances. 2 ans. 2 ans. Moi, je trouve que 2 ans, c'est court, mais... Pas forcément aussi dense, mais peut-être... Encore un grand merci à toutes les oratrices et orateurs, puisqu'il y a Maxime aussi. Voilà, Stéphanie, tu es là aussi. Merci aux oratrices francophones. Et, c'est joli, il faut faire une photo de ces... Une copie d'écran. D'image. Oui. Merci. Merci à tous.